Bonsoir à toutes et à tous. Je vois que vous êtes nombreux. Je vois un peu le chat sur la droite de l'écran et je vois que vous êtes là au rendez-vous. Et je vous propose donc ce soir de monter à bord de trains et de bus et d'avions pour venir découvrir l'Ouzbékistan qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, pour vous inciter, vous donner envie, l'eau à la bouche, pour venir partager ce moment incroyable dans ces récits imaginaires que nous avons lus dans nos lectures, dans notre peut-être rêve, dans nos rêves d'enfance, en découvrant les récits de Marco Polo, de Suleiman, donc les récits des Mille et une nuits, des contes de Scheherazade, d'Ali Baba, etc. Nous sommes vraiment plongés au cœur de ces régions-là, au cœur de l'Asie centrale. Lointaine Asie centrale que nous connaissons et qui en même temps est méconnue. Nous avons des récits par-ci, par-là, des bribes, beaucoup de films. Maintenant, beaucoup de personnes sont allées en Ouzbékistan, peut-être ont-ils parlé, vous ont donné envie. Et tout le paradoxe de Voyage d'Exception est qu'il s'est spécialisé sur les croisières fluviales et maritimes. Et l'Ouzbékistan est un des rares pays qui n'a aucune ouverture sur les mers et des océans ouvertes. Donc, pas de bateau. Hein. La mer d'Aral, malheureusement, n'est plus navigable et il ne nous amène pas très loin. Et donc, c'est tout le paradoxe, c'est justement de venir sur d'autres vaisseaux, les vaisseaux du désert, à la rencontre de ces peuples qui sont là depuis des siècles sur les routes caravanières, et donc voir ces vaisseaux du désert avec les chameaux de Bactriane qui ont traversé ces contrées de Chine en Europe et d'Europe en Chine, donc l'Orient et l'Occident qui se rencontrent, vraiment un carrefour des rencontres internationales depuis les temps antiques, depuis les dynasties perses, depuis Alexandre le Grand, donc on remonte très loin, le 4e siècle avant Jésus-Christ, 3e, 2e avec la dynastie des Han, et ensuite donc pour traverser tous les 15 siècles qui vont arriver jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb, la découverte des Amériques, qui vont lancer les commerçants, les navigateurs vers d'autres horizons, à la découverte et pour trouver d'autres débouchés. Donc, l'Ouzbékistan, permettez-moi de vous le montrer donc sur cette carte et une petite présentation de sa carte d'identité. C'est un pays donc qui est au centre de l'Asie centrale, très bien placé en centre, entouré des Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Turkménistan, pour ne citer que, et qui faisait partie donc des républiques de l'Union soviétique jusqu'en 91. L'Ouzbékistan, donc un pays donc bien central, comme nous le voyons sur la carte, et qui est à peu près un peu plus petit que la France, 450 000 km², avec une population néanmoins importante, 35 millions d'habitants, ce qui fait le pays le plus peuplé de toute l'Asie centrale, avec sa capitale, Tachkent, que nous découvrirons à la fin de notre circuit. Capitale, mégalopole de l'Asie centrale, avec un peu plus de 3,5 millions d'habitants. Le peuple ouzbek, un peuple donc ancien, mais qui n'habitait pas forcément dans ce territoire-là, qui venait plutôt des steppes kazakhs et de la Mongolie actuelle, et qui se sont déplacés au fur et à mesure des migrations dans l'histoire. Ils se sont installés ici à peu près au XIVe siècle. Les Ouzbeks, un peuple turcophone, donc un pays donc à majorité musulmane. Hein, la religion musulmane s'est installée donc dès le 8e siècle, et auparavant, il faut toujours avoir en tête que c'était des terres bouddhistes. On a du mal des fois à l'imaginer, mais il y avait beaucoup de doctrines et beaucoup de croyances bien avant l'arrivée de l'islam sur ces terres, ce qui fait que nous sommes dans un carrefour de croyances et avec un œcuménisme, on peut dire, de grande tolérance, avec donc des orthodoxes, des juifs, des bouddhistes, des chamanistes, donc des sunnites, forcément, c'est la branche de l'islam la plus importante. Mais en tout cas, en Ouzbékistan, c'est vraiment une terre où vous allez découvrir beaucoup, bien sûr, de médersa, de mosquées, mais également des synagogues, comme à Boukhara, avec une grande communauté juive habitant à Boukhara. Bon, pour vous faire une description maintenant de notre circuit qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est le vol, c'est le circuit de 12 jours. Donc 12 jours, c'est vraiment très agréable pour visiter pour ce pays, quitte à y retourner plus tard, une autre fois, pour visiter les pays adjacents.
Mais là, vous avez donc 12 jours où vous allez découvrir les plus grandes villes phares de route caravanière. L'Ouzbékistan peut s'enorgueillir et être fier d'avoir la plupart des cités où on organisait donc des échanges commerciaux, où les caravansérails permettaient donc de se reposer, d'échanger, de se rencontrer et donc d'établir et de créer des villes qui allaient de plus en plus devenir importantes, comme Bokhara et Samarcande et Khiva, pour ne citer qu'elles. Et vous allez donc y séjourner pour bien prendre l'atmosphère, pour bien ressentir ces ruelles, c'est pour bien aller à la rencontre des monuments qui sont les témoins de cette magnifique épopée, des routes de la soie. Donc, le vol aller, comme nous voyons en haut à gauche, peut vous permettre d'atterrir non pas à Tashkent, comme on peut peut-être avoir en tête en s'imaginant qu'on va aller d'une capitale à une autre. Mais non, nous allons atterrir à Urgench. Urgench, qui ne vous parle peut-être pas, mais qui est à 30 km de Khiva. Elle, par contre, la première ville que vous allez visiter après un vol de nuit, après un vol passant par Istanbul avec le Turkish Airlines, qui va vous amener de suite à Urgench pour commencer et vous plonger dans l'oasis du Khorezm qui est autour de la ville de Khiva. Et ensuite, vous irez rejoindre Bukhara entre le 4e jour, 7e jour. Ensuite, nous irons à Charlissiaps. Bien sûr, je m'arrêterai dans les diapositives successives pour parler de ces étapes. Ensuite, nous rejoindrons la ville de Samarcande, la Samarcande, phare de l'Asie centrale, pour rejoindre après, à la fin de notre circuit, la capitale Tashkent pour rester encore 2 jours et prendre l'avion de retour. Donc là, vous serez accompagné par Chantal Forest, docteur en archéologie, comme vous pouvez le voir, avec tout un cycle de conférences qui sont données par elle pour donner donc et répondre à vos attentes, en plus du guide bien sûr local ouzbek francophone et qui agrémenteront donc tout votre circuit. J'ai eu la grande chance de connaître Chantal il y a quelques années à bord donc de l'Ordre des Tsars, un train que nous faisions entre Moscou et Pékin via la Mongolie et la Sibérie. Donc je connais bien ses talents, un puits de science, une grande connaisseuse de l'Asie centrale et qui sera ravie donc de fournir le maximum de renseignements et de récits historiques donc sur ce pays. Donc le Paris-Urgench-Khiva, j'en ai parlé. Donc vous avez à peu près l'heure de départ, l'heure d'arrivée. Bien sûr, c'est toujours soumis à changement selon euh, les moments. Donc vous avez 3 heures de différence entre l'Ouzbékistan et la France pendant l'heure d'été. Aujourd'hui 4 heures, mais nous aurons 3 heures au mois de juin. Donc, vous aurez la chance, j'ai un petit pense-bête sous les yeux parce que vous avez tellement d'endroits à visiter en Kiva que je ne veux pas en oublier, mais je vais vous donner la plupart. Bon, vous allez visiter la fameuse école coranique Hakim Khan, Kunia Ark, la citadelle donc des émirs de Kiva, également le fameux mausolée de Pahlavan Mahmoud que vous voyez à gauche, le Saint-Soufi, la branche tolérante et mystique de l'islam de l'Asie centrale, également la médersa de Mohamed Amin Khan, vous avez également la mosquée de Djouma et le palais de Taosh Kaoli, les anciens résidents des émirs de Bukhara avec le fameux harem. La mosquée de Djouma est une mosquée magnifique protégée par l'UNESCO, comme toute la ville entière d'ailleurs, et qui était en réparation au mois d'octobre et j'espère que vous pourrez la voir bien rénovée dès le mois de juin. L'image qu'on a des villes de l'Asie centrale dans les récits, comme je racontais, de ces aventuriers, de Marco Polo et de tout ce qu'on peut avoir, les fantasmes de l'Asie centrale, un parfait schéma de l'urbanisme médiéval donc des villes de l'Asie centrale avec des villes fortifiées, caravansérail où s'échangeaient toutes les marchandises qu'on amenait de l'Orient vers l'Occident, vers l'Empire romain et qui traversait la Perse depuis les fameuses routes qui traversaient la Syrie, qui s'arrêtait à Bagdad, qui arrivait donc jusqu'au bord de la côte de la Méditerranée, puis s'embarquait à bord de navires pour atteindre les rives grecques et italiennes pour ensuite repartir inversement avec chargé de produits. Voilà, donc là, vous aurez 2 jours donc, avec une nuit à l'hôtel, donc dans cet ensemble féerique. Cette ville n'est pas grande, de 50 000 habitants, mais et en plus, la ville fortifiée est vraiment petite, mais on va dire remplie de monuments qui
font que nous perdons dans ces petites ruelles malgré tout, et vous serez ébloui donc par cet ensemble architectural. Je peux vous montrer déjà sur la Médersa Mohamed Hakim Khan à droite, vous avez ce minaret, donc Amin Hodja, qui est le plus grand de l'Asie centrale, 57 mètres de haut, et donc de là, vous aurez une vue sur le désert environnant du Kizilkoum. Un pays, ce sont des gens, c'est une rencontre avec un peuple, avec des peuples, et vous avez vu tous ces visages souriants. Je peux vous assurer que ces peuples sont tellement habitués depuis des millénaires que ce sont dans la ADN d'être dans la rencontre avec l'autre, et ils ont le sens de l'hospitalité, ils vous invitent, ils veulent vous montrer leur maison. Alors, ils ne sont pas collants, vous ne serez pas importunés, ils sont vraiment, c'est le plaisir. Vous leur souriez, ils vous sourient et ils vous invitent par quelques petits mots, vous souhaitez la bienvenue. C'est un peuple, donc une myriade de peuples, une mosaïque de peuples, une grande tolérance et une ouverture vers le monde. Et vous serez surpris par cette hospitalité qui est sincère, en tout cas. Donc, vous êtes donc le palais de Taj Kaoli, donc résidence des derniers émirs de Khiva, avec le harem, et également l'atelier ouzbek dont vous voyez à droite, parce que bien sûr, tout, toutes les filières du commerce international qui sont passées par ces routes caravanières pendant plus de 15 siècles ont laissé des traces. Et le savoir-faire, les connaissances en tant que dans la technologie de l'architecture, mais également dans la connaissance des matériaux, du bois, du papier, de la soie. Et ces savoirs se sont transmis de génération en génération. Là, vous voyez un sculpteur de lutrin pour reposer donc le Coran dans les maisons, tout fait à la main, c'est fabuleux, ce savoir-faire, cette finesse. Et vous serez appelé à visiter plusieurs manufactures, plusieurs ateliers pour vous permettre de voir, d'acheter, de poser des questions. Pour rejoindre Para, à 450 km à travers ce grand désert, les Sables Rouges, qui recouvre, comme je vous l'ai dit, plus de 70% du territoire de l'Ouzbékistan. Nous le ferons en train, à bord donc, du train, pour vous permettre de traverser ce magnifique désert, et vous verrez, comme on le voit au fond de la photographie, au fond, une sorte de serpent bleu qui est le fameux Amou Daria, qui le fleuve nourricier, avec le Sir Daria, les deux fleuves nourriciers de l'Asie centrale, qui partent donc des Tian Shan et des Pamir, donc qui bordent la Chine, pour aller se jeter plusieurs milliers de kilomètres plus loin dans la mer d'Aral, ou en tout cas essayer de l'atteindre, car malheureusement ils ne l'atteignent plus. Un des animaux donc emblématiques du Kizilkoum, qui est le fameux mouton astrakhan, la fierté des bergers. Et ce mouton astrakhan, c'est la bouée de sauvetage donc des habitants du désert, et également donc des bergers. Voilà, nous arrivons donc à Bukhara, 450 km plus loin. Nous allons y passer 2 jours. Vous allez donc séjourner dans un hôtel et vous permettre donc de visiter cette ville déjà beaucoup plus grande, 350 000 habitants, dans l'oasis, donc qui porte son nom, l'oasis de Bukhara. Ce monument emblématique de la ville de Bukhara, qui est le grand minaret Poi Kalon, qui date quand même du XIe siècle, qui n'a quasiment pas subi de dégâts, quelques petits tremblements de terre, mais qui est toujours en parfaite conservation. Même on dit que Gengis Khan, quand il a envahi les terres donc, de l'Ouzbékistan, et qu'il s'est approché donc, de Bukhara, a été tellement impressionné par ce minaret qu'il se serait même incliné devant, et il l'aurait laissé sans le détruire, car souvent sa technique c'était de détruire tout autour de lui, et là il a laissé en parfait état. Et ce minaret en fait ne servait pas uniquement à l'appel à prière, les minarets étaient surtout aussi des phares pour éclairer les troupes caravanières dans le désert, pour les guider la nuit, où on mettait donc des feux, où on faisait brûler des branches en haut des minarets, qui faisaient donc comme dans une mer, un océan, pour que les gens ne s'égarent pas. Donc là, vous serez logé pas très loin de cet ensemble, Poi Kalon, magnifique ensemble donc de Bukhara. Et vous pourrez, le soir, le matin, je vous engage à venir visiter ces lieux où là, il y a beaucoup moins de monde, et avec une lumière magnifique, enchanteresse, c'est un rêve pour les photographes. Et vous pourrez même le soir voir ces monuments illuminés, comme une sorte donc, on va dire, spectacle, qui donne encore
plus donc d'enchantement et vous transporte donc toujours dans ces récits des grands voyageurs. Là, vous avez donc ce complexe Poikalon avec la mosquée, une des plus grandes mosquées qui peut accueillir jusqu'à 1000 fidèles. Et la citadelle de l'Arc, toujours pareil, avec ce schéma-là, donc des villes centrales asiatiques, où derrière ces murs, eh ben, il y avait les résidences des émirs et des khans de Boukhara. L'ensemble Yabé House que vous visiterez également, toujours cet ensemble, donc mosquée, minaret, médersa, qui sont vraiment les symboles des villes donc, de l'Asie centrale. Vous allez, avec votre guide et Chantal, vous allez donc vous promener et aller d'un endroit à l'autre à pied. Et vous allez passer par ces fameux caravansérails qui donc sont les fameux lieux d'échange donc des produits qui étaient transportés à dos de chameau, de bœuf, de yak, et de tout ce qui avait quatre pattes, on va dire, pour s'arrêter. Et donc les fameux trésors en soie avec les tapis en soie, les fameux tapis de Bukhara qui font tout le charme et la beauté de ces caravansérails. Vous aurez l'occasion donc de vous arrêter pour discuter, voir encore donc ces artisans qui ont toujours les mêmes gestes rituels, très peu de travail à la machine, quoique, mais vraiment tout à la main. Vous pourrez vous en assurer par vous-même. Vous visiterez donc les fameux ateliers de Souzani, comme on voit cette dame qui donc fait cet art typique de l'Asie centrale, donc avec des fils de soie sur des trames de coton, mais également bien sûr des ateliers donc de tapis de soie, tapis en laine. Et je vous engage vraiment, si vous êtes amateur ou collectionneur, de faire votre choix parce qu'il y a un ensemble énorme et vous pourrez donc vous faire plaisir. À gauche, Chorminor, donc ce petit bâtiment des quatre minarets que vous visiterez également dans des ruelles. Donner plus d'impact à ces monuments, mais je peux vous assurer que vous irez à la rencontre des populations locales, car beaucoup donc, de monuments se retrouvent dans des quartiers populaires où vous pourrez sans problème prendre des photos, vous faire inviter, discuter avec les gens donc des quartiers qui seront ravis de vous présenter les monuments que nous visitons. Ensuite, nous nous rendrons à Charlissiaps. Charlissiaps, c'est la ville donc moins connue par tous les noms évocateurs que nous avons vus sur la carte en début. Charlissiaps, néanmoins, est une ville étape importante car ce personnage à gauche, que vous avez vu, donc Tamerlan, est natif de Charlissiaps. Donc, on ne peut pas ne pas aller s'incliner devant son grand palais, le Aksaray, le palais blanc qu'il avait créé. Donc, nous sommes au XIVe siècle et Tamerlan, excusez-moi, est la figure bien sûr de proue emblématique du peuple ouzbek, la fierté, on peut dire leur Clovis, leur Charlemagne, leur Louis XIV, leur Louis XVI, tout ce que vous voulez. Shahrizyab, c'est vraiment le personnage qui a créé l'histoire de la nation ouzbek, qui a fait renaître de ses cendres la ville de Samarcande qui avait été détruite par Genghis Khan et qui a créé un empire quasiment aussi grand que celui de Genghis Khan au XIVe, puis qui a protégé les royaumes féodaux européens contre l'empire ottoman qui menaçait donc les royaumes. Donc Tamerlan, un pont entre l'Orient et l'Occident, et André Timour en ouzbek. D'ailleurs, beaucoup d'enfants portent ce prénom, c'est un prénom donc évocateur. Et vous aurez donc dans cette ville très intéressante du fait qu'elle est près c'est le contrefort du Pamir, donc pas très loin donc du Tadjikistan et avec des sommets vertigineux. Et vous serez invité à visiter donc cette ville où vous séjournerez, vous dormirez sur place pour bien vous mettre dans l'ambiance donc de la dynastie des Timourides, et vous aurez l'ensemble de Tilobat, ensemble construit par Ulugh Beg, le fameux petit-fils de Tamerlan qui a régné, un grand scientifique et qui a construit donc en l'honneur de son père Shakhor, a construit donc ces monuments. Vous aurez bien sûr la visite du bazar oriental Shahrizyab. On va avoir plusieurs photos, donc des slides montrant les bazars. Les bazars sont des lieux inévitables que nous ne pouvons pas passer parce qu'il n'y a pas bien sûr que la culture des yeux. Il y a aussi la culture, on va dire, culinaire. Et
Vous savez tous que lors de ces échanges commerciaux, il n'y avait pas donc des produits non comestibles, il y avait énormément de produits donc pour les cuisines. Et donc, il y avait bien sûr la route des épices, la route des fruits, la route du thé. Donc, tout cela, vous serez invité à venir dans ces grands marchés qui sentent bon l'Orient. Et vous serez plongé donc, et vous pourrez goûter parce que les marchands, bien sûr, sont là pour vous faire goûter. Et donc, je vous embarque vers le marché central de Samarcande. À Samarcande, il faudrait un exposé entier pour parler et bien décrire cette ville. Permettez-moi d'être un peu en raccourci, mais c'est vraiment le point d'orgue du circuit. Elle n'éclipse pas, bien sûr, les autres villes qui sont délicieuses, mais Samarcande, bien sûr, on est tous dans nos lectures, dans nos rêves, dans nos représentations. Et là, vous serez vraiment gâté. Vous serez donc logé près de la place du Régistant. Samarcande, grâce à Tamerlan, n'aurait peut-être jamais vu le jour, car c'est au milieu du XIVe siècle qu'il a redonné ses lettres de noblesse à la ville qui avait été entièrement détruite par Gengis Khan 150 ans plus tôt, qui ne s'appelait pas Samarcande mais Afrosiab. Et grâce à lui, on peut dire que l'histoire de Samarcande ne s'est pas arrêtée là. Et donc, jusqu'à nos jours, c'est la ville magique, la ville féerique. Et vous serez invité, bien sûr, à visiter beaucoup d'endroits en vous déplaçant en bus ou à pied, parce que les lieux sont plus excentrés, puisque nous sommes dans la deuxième ville de l'Ouzbékistan, avec plus de 500 000 habitants. Toujours pareil, vous avez beaucoup d'habitants, beaucoup de sourires, beaucoup de visages, donc, toujours ce foisonnement de population qui habitent ensemble et qui vous découvrirez lors de vos pérégrinations. Là, vous êtes sur la place du Régistan, la place du Sable, avec les fameuses médersas, Ulugbek, Tilyakari et Chirdor que vous visiterez. Vous serez amené également à visiter beaucoup d'autres endroits, comme par exemple la médersa Tilyakari, mais le Gouremir également, donc là où repose la dépouille de Tamerlan, la mosquée de Bibi Hanoum, l'allée donc la nécropole des Timourides de Charizinda, l'observatoire de Loukbeg, bien sûr, le musée d'Afrosiab, enfin un tas de monuments et j'en passe, mais vous découvrirez tout ça dans votre brochure et vous serez ébloui, émerveillé, car Samarcande, c'est donc la croisée des chemins. Vous serez également amené à assister à un concert donc le soir donc son et lumière sur la place du Régistan, mais qui relate toute cette épopée de Samarcande et donc jusqu'à nos jours. Vous serez donc surpris par le marché central, bien sûr, de Tchorsu, qui est superbe, le marché à côté de la mosquée de Bibi Hanoum. Et je vous invite à y passer du temps, à flâner. Bien sûr, vous aurez du temps libre pour faire vos achats. Vous serez guidé, bien sûr, par Chantal et par votre guide ouzbek. Et vous aurez la grande chance d'aller déguster des vins locaux. Comme j'ai dit, nous sommes dans une république laïque, un islam laïque, si on peut dire, parler rapidement. Et les Uzbeks sont ravis de vous parler, de vous réciter des versets du Coran avec un verre de vodka, avec un verre de vin, et ça ne pose aucun souci. Il n'y a pas de tabou là-dessus, bien sûr. Il n'y a pas donc de loi, on va dire, coranique qui impose, par exemple, même de faire le ramadan. Nous sommes en plein ramadan actuellement, mais vous avez en Ouzbékistan des gens qui ne le font pas. Ça n'empêche pas qu'ils sont croyants et qui respectent donc l'islam, mais il n'y a pas de loi imposée concernant donc l'habillement, pas de voile, pas de bien sûr ceux qui peuvent en porter, mais il n'y a pas donc de tenue exigée, il n'y a pas donc de comportement non plus alimentaire. Très peu mangent du porc, mais il peut y arriver. Donc, pour revenir à cette arrivée du vin, c'est surtout parce que, après leur histoire, dans leur histoire, les Ouzbeks ont été occupés par beaucoup de nations différentes, dont l'Empire tsariste dans la moitié du 19e siècle, et qui ont importé donc l'alcool, la vodka et russe, ça fait souvent un. Et donc, un grand vigneron et un grand chef d'entreprise qui s'appelait Filatov a découvert les vignes, bien sûr, célèbres donc, de Samarcande. Le raisin est vraiment, les vignes sont déjà mentionnées dans les récits d'Alexandre le Grand. Et donc, il a décidé de faire de la vinification. Et sous l'Union soviétique, il a dû quitter donc le pays, mais il avait auparavant caché des bouteilles avec des grands nectars dans les caves qui ont été découvertes donc, par Hovrenko, donc un ingénieur soviétique qui s'est plongé dans ces études-là pour recréer et dynamiser le vin de Samarcande avec des cépages oubliés
fruitiers qui ont été replantées. Vous verrez d'ailleurs des vignes autour de Samarcande et vous serez invité à une dégustation donc des fameux vins et du cognac de Samarcande. Et oui, il y a un cognac qui s'appelle cognac de Samarcande et le fameux baume de Samarcande, Balsam, qui ont gagné chacun des prix dans des salons internationaux de vinicoles. Assez de bois. Vous avez vu la nourriture, ben, le fameux plof, le riz. Vous le vous goûterez, chaque famille est fière de son pilaf, chaque région est fière de son pilaf, avec le riz du Khorezm, de la région de Khiva, qui est donc riche en rizières. Et donc, vous goûterez ces fameux plats ouzbeks délicieux, avec des saveurs, des épices. Ce n'est pas très piquant, quasiment pas. Beaucoup donc de plats avec des soupes, des salades composées, des plats, des brochettes, beaucoup de plats à base donc de riz, de légumes, de courges, des fameux samsa, le fameux pain, les galettes, le naan, enfin tout ça, je vous donne l'eau à la bouche, mais c'est vraiment une cuisine très savoureuse. Beaucoup de restaurants, par exemple à Paris, ouzbek, excusez-moi, j'y étais la semaine dernière et j'ai pu déguster un plof dans un très bon restaurant à Paris. Et je vous invite, si vous allez en Ouzbékistan, ben, on ne pourra pas de faire une dégustation auparavant. Donc, revenons au monument. À Samarkand, vous visiterez la nécropole de Charizinda et la nécropole des Timourides de la dynastie de Tamerlan, la mosquée Bibi Hanoum, donc consacrée à l'épouse préférée, parce que bien sûr, ces gens-là avaient beaucoup d'épouses, mais Bibi Hanoum, c'était, on va dire, l'épouse officielle de Tamerlan. Et Bibi Hanoum avait donc en l'honneur de son mari, donc fondé cette mosquée et donc son mari avait donné le nom de son épouse, la mosquée Bibi Hanoum. Juste au pied à droite, vous avez le marché. Et puis la visite de fabrique de papier de soie, car comme je l'ai dit, les échanges commerciaux historiques, antiques, depuis la Chine, les premiers empereurs chinois, la dynastie des Han, avaient déjà inventé la soie et le papier, mais elle a mis plusieurs siècles à être capté par les marchands. Et on peut dire que c'est un vol technologique qui a été ramené par les marchands secrètement et qui se sont dévoilés donc, dans les ateliers de Samarcande où on a pu ensuite le diffuser jusqu'à Bagdad où on a créé la Charta Dameskina qui a permis après au XIVe siècle, au XVe siècle en France de développer l'imprimerie. Bien sûr, les boulangers acrobates, ben, le naan, hein, le fameux naan dont j'ai parlé, la galette avec ces fameux tandirs, ces fours que l'on découvre partout en Asie centrale, dans les familles, où on cuit les fameux samsa, les pains, tout ce qui est à base de galettes de blé. On peut donc les faire cuire et vous verrez ces boulangers qui plongent dans cette chaleur épouvantable, cette chaleur incandescente pour aller récupérer les galettes accrochées aux parois des fours en terre. Et puis, vous visiterez bien sûr le complexe d'Imam al-Bukhari. Al-Bukhari, le grand noble, le grand imam, le grand saint de la terre, vénéré, vénéré un grand donc saint musulman qui donc est arrivé au 9e siècle à Bukhara et qui donc a créé des livres où il a recréé, il a recopié des versets et qui connaissait, paraît-il, déjà à 18 ans le Coran par cœur et plus de 300 000 versets. Donc là, vous serez donc à Samarcande pour 2 jours. Vous serez donc ébloui comme je le suis toujours quand j'arrive dans cette ville. Par les coupoles bleues, les masoniques, les coupoles donc recouvertes de briques émaillées, et vous serez donc plongé dans cet univers-là avant de quitter Samarcande pour rejoindre la gare avec le fameux train Afrosia pour rejoindre Samarcande à quelques 250 km. Nous avons maintenant des trains très rapides, des trains donc de nouvelle dernière génération qui n'ont rien à envier à notre TGV. Il est construit par la société espagnole Talgo du fait de l'écartement des rails, qui est le même écartement donc en Espagne qu'en Ouzbékistan, et donc ça a facilité la construction. Et donc, avec ce train, avec tout confort, avec toutes les technologies modernes, vous regagnerez Tashkent, qui est donc la capitale. Tashkent, l'avant-dernier jour de notre séjour à Tashkent. Et là, vous aurez la possibilité de visiter le marché de Chorsu, le grand marché central, et le métro, le seul métro d'Asie centrale créé dans les années 70, après le grand tremblement de terre. Donc, Tashkent
est une ville importante qui n'a jamais changé de son nom d'ailleurs, même pendant l'Union soviétique, la ville de pierre, la ville faite en pierre. Et Tachkent est une mégalopole, la plus grande ville de toute l'Asie centrale, 3,5 millions d'habitants, mégalopole, qui a tous les moyens modernes donc de communication et toute l'administration et bien sûr tout le pouvoir politique et religieux, comme vous pouvez voir à droite le complexe Rast Imam, qui est le centre de la religion musulmane de l'Ouzbékistan, qui abrite les bureaux donc, du grand mufti, on peut dire comparer le Vatican, pour faire vite, le Vatican de l'Asie centrale, de l'Ouzbékistan, excusez-moi. Et là, vous avez donc cet emplacement avec plusieurs mosquées qui se font face à face et vous visiterez cet ensemble. Tachkent est une ville plutôt moderne qui a suivi un cursus soviétique du fait que presque 2 tiers de la ville a été entièrement détruite par un immense tremblement de terre en 1966. Donc, beaucoup de monuments, malheureusement, ont été détruits. Elle a eu un gros traumatisme. Et donc, pour vite reloger le maximum d'habitants, on a dû donc construire cette ville plutôt façon soviétique, mais très intéressante néanmoins. Voilà, donc il y aurait beaucoup de choses à dire, bien sûr, mais alors, le 12e jour, vous avez le vol sur Paris, qui vous ramènera via Istanbul. Et voilà, vos hôtels, bien sûr, ça c'est très important, vos hôtels, donc un grand réseau d'hôtels hôteliers en Ouzbékistan avec un grand savoir-faire, avec donc des chambres parfaitement tenues, avec un vraiment irréprochable, hôtel continental, une grande chaîne donc internationale, le Mercure à Tachkent, et puis des hôtels plus, on va dire, plus locaux, hein, mais avec néanmoins avec la même souci donc d'accueil et de qualité et de perfection. Voilà, donc je vais essayer de voir peut-être dans le chat s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, ou en tout cas effacer vos craintes ou vos appréhensions de venir dans cet endroit qui est super. Je peux vous assurer que la sécurité est là. Le peuple ouzbek vous attend avec son sourire et vous pourrez être tout à fait à l'aise. Pour voir les questions, alors le trajet se fait en bus ou en train, lors du transfert de ville en ville. Il se fait en train entre Khiva et Bukhara, entre Samarcande et Tachkent, et essentiellement après en bus, un très bon bus avec chauffeur. Expérimenté forcément. Les limitations de vitesse sont respectées, en tout cas par les bus touristiques. Donc, un combien de bus par jour, c'est surtout pour les déplacements de ville à ville. Mais sinon, en ville, on prend le bus pour se déplacer d'un site à l'autre, donc c'est pas une chose. Les départs le matin se font-ils très tôt? Non, pas forcément. Après le petit déjeuner, je dirais vers 9h, 9h30, mais c'est 9h, 9h30 quand on est en ville. Bien sûr, pour d'autres départs, non. C'est à peu près. Si on partait de Kiva en bus, on l'a fait pendant de nombreuses années, oui, on partait tôt, mais là, le départ se fait en train, donc non. Y a-t-il du danger en ce moment en Ouzbékistan? Je dirais qu'il y a du danger tout le temps sur la planète entière, malheureusement, mais en Ouzbékistan, je suis allé 35 fois en Ouzbékistan, minimum, peut-être même une quarantaine de fois maintenant. J'ai perdu un peu le compte. Et heureusement, je n'ai jamais eu à déplorer un seul vol, une seule agression, un seul moment qui aurait pu faire paniquer les touristes. J'ai beau souvenir, non, jamais. Mon dernier moment, c'est en octobre. Et non, rien. Alors après, on n'est pas à l'abri, bien sûr, dans le monde dans lequel nous vivons, mais non, ces parties-là de l'Ouzbékistan, la vallée du Fergana peut être un peu inquiétante parfois, mais nous n'y allons pas. Elle est loin. Et là, non, aucun souci en Ouzbékistan actuellement. Et je croise les doigts pour que ça dure parce que c'est un très bon exemple que pourrait prendre beaucoup d'autres pays environnants par sa tolérance et son écuménisme dont j'ai parlé qui est fabuleux. Alors, comment peut-on rentrer dans les mosquées? Mosquée, il faut rentrer comme dans tous les établissements religieux du monde, dans une tenue correcte, c'est-à-dire, il faut, même si on y va, bien sûr, en juin, il faudra bien 30-35 degrés, il faut quand même prendre un pantalon léger en coton long, pour les dames, un foulard. Si vous n'en avez pas, à l'entrée, il y a des personnels qui vous distribuent les foulards et des morceaux de tissu pour recouvrir vos jambes. Il ne faut pas y aller en short trop court, voilà, surtout pour les dames. Voilà, mais ça se comprend. On ne rentrerait pas non plus dans une église ou une cathédrale
en short, au-dessus des genoux. Les Français sont bien accueillis. Oui, 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 nous sommes très bien accueillis encore. Nous sommes très bien accueillis, je le souhaite. Les gens sont très habitués à voir des Français. Ils parlent quelques mots en français pour montrer qu'ils savent qui vous êtes. Et il y a de grandes écoles francophones, une grande alliance francophone. D'ailleurs, vous serez étonnés par le niveau de français des guides locaux qui ont tous appris le français à l'Alliance française de Samarcande et à l'université de Tashkent. Incroyable. Alors ensuite, les pains savoureux, oui, on trouve des pains savoureux, les fameux naan, dans toutes les villes différentes. Vous verrez que la cuisine est vraiment très agréable. Alors bien sûr, elle est abondante. Alors vous n'êtes pas obligé de tout déguster. Pour les végétariens, c'est un peu compliqué parce qu'il y a très peu de places en viande, mais il suffit de le demander et ils font attention, ils vous enlèveront la viande. Beaucoup de soupe à midi, beaucoup de salades, de crudités. Il faut faire un peu attention voilà, avec le ventre. La tourista, c'est surtout, on connaît tous le syndrome que de tous les touristes, mais il y a suffisamment donc de pharmacies, ou en tout cas prenez une trousse à pharmacie avec vous, munissez-vous de ce dont vous avez besoin. Dans les grandes villes, on trouve de très nombreux pharmacies avec les médicaments européens. Donc, tout ce qui est Imodium, ils en ont. Voilà. Donc ensuite, vous avez beaucoup donc de boissons comme le thé, bien sûr, le café, et puis toutes les boissons internationales. Voilà, l'eau en bouteille fermée chaque repas, vous aurez toujours donc accès à cela. Beaucoup donc de produits, le riz, le riz et la viande alors mouton, mais également viande de bœuf ou poulet. Comment se fait le trajet Bukhara-Samarcande? Oui, donc en bus, d'après ce que je cru comprendre, mais c'est. Alors, voilà, ça donne envie d'aller, bien sûr. Il y a une demande aussi concernant le nombre de passagers, donc Oui. actuellement 16 personnes. Bien sûr, on peut prendre des personnes en chambre single. Alors, je vois, il fait moins chaud, très intéressant, mais plutôt en octobre, il fera moins chaud qu'en juin. Début juin, la température est supportable. Il vaut mieux éviter juillet, août, mais ça, voyage à l'exception a la bonne idée de ne pas le proposer parce que c'est au détriment des visites. On très vite incommodé. Début juin, oui, il fait chaud, 30-35 degrés, mais les nuits sont fraîches. Ça peut tomber à 15, 15 degrés. Et octobre, oui, alors il y a deux dates, on va dire mai, juin et septembre-octobre sont les meilleurs moments pour visiter l'Ouzbékistan. Vous verrez beaucoup de champs en fleurs, bien sûr, au mois de mai et au mois de juin. Beaucoup de champs de coton avec les capsules. Et au mois d'octobre, vous verrez les fleurs de coton, bien sûr, qui sont écloses. Et vous avez donc deux périodes, vraiment. Alors là, bien sûr, si on a très chaud, il y a beaucoup de climatisation. Les hôtels sont climatisés, les bus aussi. Voilà, l'huile de coton, ben oui, il y a toujours l'huile de coton, bien sûr, l'huile de coton, le fameux l'or blanc de l'Ouzbékistan, mais sachez qu'on ne cuisine pas pour les touristes avec l'huile de coton. Vous le pourrez l'avoir en bouteille, vous pourrez toujours en ramener si vous le souhaitez dans les marchés, mais on ne cuisine pas pour les touristes avec l'huile de coton qui est un peu indigeste. On utilise essentiellement l'huile de tournesol. Donc, je vois que certains qui y sont allés il y a environ 20 ans, on me dit, et les gens sont charmants, voyez, vous êtes les meilleurs ambassadeurs. C'est vrai que vous êtes les meilleurs ambassadeurs, ceux qui y sont allés, parce que vous pouvez bien sûr témoigner de cet accueil qui n'a pas changé et vous serez surpris. Donc, pour ceux qui n'ont pas du tout mis les pieds en Asie centrale, ça vous donnera peut-être envie d'y retourner parce que les pays autour sont magnifiques. Et c'est le train, d'ailleurs, notre train en octobre permet d'y faire des incursions en Tadjikistan, Kirghizie et Kazakhstan. Et vous pouvez noter, même si ces pays sont très proches, beaucoup de différences. Des peuples nomades, des peuples sédentaires, c'est toujours l'opposition donc en Asie centrale. Mais ce qui les réunit, bien sûr, c'est l'islam, mais bien sûr le zoroastrisme, le chamanisme, le bouddhisme. Et donc, tout ça fait des particularités donc, des pays qui ont un tracé commun, une histoire commune, un avenir commun, mais avec des particularités qui font que ce sont des pays indépendants, avec chacun leurs différences. Bonsoir à tout le monde et peut-être à très bientôt en Ouzbékistan.